Bienvenue dans Ego, un podcast qui invite à dépasser ce dernier pour aller plus loin, autant dans l'esprit que dans le corps. Dans l'épisode du jour, on va parler de beaucoup de choses, notamment de streetlifting, de chasse sous-marine et d'autres choses. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Marco de Lift Trader. Donc Marco, je te laisse te présenter brièvement. Déjà merci de me recevoir sur ton podcast. Yes. Je trouve ça cool qu'il y ait un nouveau podcast encore, peut-être dans un style aussi un petit peu différent de ce qui existe déjà. Moi c'est Marco, je suis gérant de l'entreprise Lift Trainer. Et donc voilà, notre cœur de métier c'est le coaching en streetlifting. Et puis à côté on fait pas mal de choses, donc on y reviendra peut-être dans le podcast. Ouais, voilà. Carrément. Et du coup, l'entité Lift Trainer, c'est dans le streetlifting. Toi, t'en fais depuis combien de temps du streetlifting ? Moi, j'en fais depuis un peu plus de 5 ans. J'ai commencé en 2000. Ouais, quand même. Okay. 2020. Ok. Donc ouais, t'as de la bouteille déjà dedans à peu près. Et je suis encore un jeune comparé à certains qui sont là depuis 10 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais t'as quand même vu à peu près l'évolution de tout le sport, quoi. On va dire. On va dire j'étais là quand il a commencé à vraiment exploser, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, du coup, dans tes 50 de streetlifting, là, personnellement, t'as réussi à atteindre quelle perf ? Donc à ton prime, on va dire, que ce soit en compète ou non. Là, en fait, actuellement, je suis dans mon prime, on va dire. C'est que j'arrive quand même à progresser. Moi, j'ai 37 ans, je vais avoir 38 là bientôt, donc c'est quand même plus compliqué de progresser que comparativement qu'on a 20 ans. Mais là, en moyenne, je dois avoir entre 430 et 440 de total. Ok. Voilà. Et par mouvement, du coup, pour se représenter un petit peu ? Là, donc sur le muscle up, j'ai 5 kg. En traction, j'ai 70. En dip, j'ai 120. Et en squat, j'ai entre 245 et 250. Ok. Et du coup, d'ailleurs, en parlant de squat, tu prépares une compétition, toi ? Ouais, les squats only le 13 décembre à la Courneuve. Ok. FNSL only. Ok. Ouais. Ça va péter là-bas ? Je vais voir, je sais pas encore, je vais voir. Franchement, je peux pas prévoir encore si je serai sur un pic de forme, mais on va tout faire pour. Ok. Et du coup, notamment, je voulais parler aussi de ton parcours en tant qu'organisateur, tu vois, de compétition. Ouais. Du coup, tu as eu, si je dis pas de bêtises, dans FNSL Grand Ouest, c'est toi qui as géré beaucoup de compétitions ou tout ça. Comment ça se passe l'organisation d'une compète et tout ? Est-ce que c'est vraiment prenant, tu vois, tout ça, un petit peu sur le global, vraiment juste parler de ça. C'est assez prenant parce que ça demande quand même pas mal de préparation en amont. Tout ce qui est inscription, il y a souvent des questions aussi qui reviennent, etc. Communiquer sur les réseaux. Le plus dur, c'est trouver une salle, trouver les gens qui vont t'aider. Après, déjà, si tu as ça, c'est déjà assez simple. Et puis après, ça bloque souvent un week-end ou au moins un jour. C'est assez prenant. En dehors de mon travail, ça demande du temps et de l'organisation et de l'argent aussi. Ouais. Parce que du coup, toi, tu es coach à plein temps. Ça te prend beaucoup de temps. On en parlait tout à l'heure hors du podcast. Ouais. Et comment est-ce que tu arrives à gérer, tu vois, vie perso avec vie du coup d'entrepreneur en soi, c'est ça, d'entrepreneur. Donc est-ce que tu suis par exemple une liste d'objectifs ? Comment est-ce que tu t'organises pour être vraiment productif ? Parce que on voit que tu es vraiment productif, tu vois, que ce soit en création de contenu, en coaching, tout ça, tu es vraiment très présent. Donc je sais que t'aimes bien les listes, toi, Pierre. Oui, c'est ça, j'aime bien. Les to-do list. Ouais. Non, les to-do list, j'en fais d'ailleurs des fois quand j'ai vraiment des trucs à faire. Mais ça demande beaucoup de temps. J'ai la chance, moi, d'être avec une femme qui a aussi un emploi du temps qui a les vacances scolaires parce qu'en fait elle travaille en école avec les enfants, elle m'épaule beaucoup de ce côté-là, donc là-dessus j'ai de la chance. Et par rapport à ma vie tourne autour du streetlifting, c'est matin, midi et soir, du lundi au dimanche, il n'y a pas de pause. Et je compte pas mes heures, et justement on en parlait avec Romain juste avant, c'est que tu peux pas faire un métier comme ça vu que c'est un métier passion.
tu peux pas faire ça si t'es un peu passionné ou si c'est un truc du moment, etc. Faut vraiment être très passionné parce qu'à un moment donné, sinon tu décroches tellement que ça demande d'investissement de temps, d'énergie et donc moi je compte pas mes heures, je serais incapable de dire combien d'heures je travaille. Ok. Donc énormément de travail quoi. Et j'ai même pas envie de savoir en vrai, parce que ça va me déprimer. Aussi. Et du coup, on va partir aussi sur ton parcours en tant que coach. Donc là, depuis combien de temps est-ce que tu coaches ? Comment est-ce que ça s'est déroulé, tu vois, de créer l'entité Elite Trainer, tout ça, et de logiquement du coup faire du coaching à côté ? Ouais. En fait, moi j'ai commencé à coacher vers 2018-2019. Avant, moi j'étais salarié, je faisais de la sécurité privée. J'encadrais un groupe d'agents de sécu en fait. Okay. Et avant ça, j'ai fait plein d'autres métiers. Et donc je coachais à partir de 2018-2019. 2019, je repasse mon BP. J'ai passé un BP. Et du coup, 2020-2021, c'est là où j'ai commencé à coacher en streetlifting mes premiers athlètes. BP, monomention. Reconversion professionnelle. Mais j'étais déjà dans le milieu du sport déjà il y a bien longtemps parce que j'y suis depuis on va dire 2013 très sérieusement. Okay. Donc ça fait 12 ans que je suis dans cet univers-là que je connais bien. Donc je m'étais moi déjà bien formé tout seul en autodidacte. Et cette formation, c'était simplement pour avoir la carte pro et professionnaliser un petit peu les choses, quoi. Ok. Et du coup, logiquement, là, quand tu vois mon t-shirt, tu penses à quoi ? Tu penses c'est l'autre côté. Non, c'est là. Au World. Donc dernièrement, tu es allé au World. Et tu as accompagné du coup une athlète, Ludivine, c'est ça ? Ouais, 2 athlètes. Ouais. 2 athlètes, ouais. Ok. C'était qui l'autre ? C'était Fronzi. Ok, oui, c'est vrai. Tu as géré les matchs du coup, tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, tu vois, de comment ça s'est passé les Worlds ? Je sais qu'il y a eu pas mal de débats polémiques, oui, c'est ça, autour. Moi, j'ai pas pu les regarder malheureusement, mais est-ce que tu peux du coup nous en parler et aussi nous en parler de Fronzi et Ludi, ce qu'ils ont pu réaliser, même si je sais déjà un peu. Mais... pour commencer par les athlètes à l'honneur, Ludivine, elle a fini championne du monde de sa KT en moins de 52. C'était une belle revanche parce que l'année dernière, le titre de championne d'Europe, il nous est passé sous le nez à 1,25 près avec l'italienne. Gros big up à elle. Et donc là, on a pris le titre. Ludivine, elle se refocus, elle se repose un peu. Et là, on a déjà posé un petit peu les jalons pour la suite et l'objectif certain, ça va être de reprendre un titre au championnat de France et aussi au championnat d'Europe l'année prochaine. Et Ludivine, je l'ai pris en coaching, ça faisait quelques mois seulement qu'elle faisait du streetlifting. Elle venait de faire sa première compétition interrégionale à Grand Ouest, c'était la première édition en 2023 je crois. Okay. Vraiment elle a un parcours génialissime que je pense toutes les femmes rêveraient d'avoir. Après, elle est vraiment très investie. C'est vraiment l'athlète parfaite que tout le monde a envie de coacher, Ludivine, parce qu'elle se tient à ses objectifs, même si des fois elle a des périodes de doute et tout. Elle est humaine, mais elle est vraiment déterre. Et ça fait toujours plaisir en tant que coach. Donc, on est très content de ce titre et il est vraiment mérité parce qu'autour d'elle, il y avait vraiment tout un staff avec un nutritionniste, une prépa mentale et puis aussi un kiné, Jabir. Donc, on était 4 autour d'elle. Donc, elle était vraiment dans un environnement professionnel, vraiment. Donc là-dessus elle a eu de la chance et à côté de ça donc il y a eu Fronzi qui a fait 3e in extremis comme au championnat d'Europe. Et donc c'est un peu la surprise parce qu'on s'attendait un peu moins à cette... en plus de ça, vu comment le match était parti, Fronzi a une préparation qui était loin d'être catastrophique mais pas non plus optimale. Il y a toujours une blessure aussi qui le poursuit depuis
au moins, je pense, je dirais 2 ans au niveau de la hanche. Donc là-dessus, va falloir qu'on règle ce problème-là une bonne fois pour toutes. Et donc lui, il n'a pas fait ce qu'il voulait. Mais je pense qu'il est quand même très content de cette 3e place parce qu'il s'y attendait pas. Et je pense aussi qu'il est très content d'être allé jusqu'au bout des choses pour sa prépa parce que c'était pas facile. Vers la fin, il a pas lâché, il est allé au monde et là, pareil, lui aussi, il a besoin là de souffler un peu et de reprendre ses esprits pour refixer des objectifs et voilà, se préparer pour d'autres échéances. Et puis concernant dans un deuxième temps donc les championnats du monde, les championnats du monde, des perfs vraiment incroyables. Je trouve que ça a été vraiment la renaissance de la France cette année comparativement à l'année dernière. Beaucoup de médailles. Voilà, on est arrivé premier au classement des nations sur cette compétition. Donc moi, en tant que Français, pour moi, c'est une grande fierté. Vraiment que tous ces athlètes-là, et même des athlètes qui n'avaient pas la nationalité, enfin qui concouraient sous une autre nationalité, on était tout aussi fiers pour eux. Je pense à Lionel, je pense à Ashura. Donc vraiment, c'était, je trouve, une mise en avant des athlètes français. Donc moi, ça, c'est vraiment le premier truc que je retiens. Je trouve que là-dessus, on a quand même la nation la plus avancée, avec le plus gros niveau au monde entier. Et ça, faut en avoir conscience. Et il faut justement mettre des choses en place en fonction de ça. Et après, donc ça c'est pour les trucs positifs. Et pour les trucs un peu moins positifs, il y avait tout l'aspect jugement qui a fait beaucoup parler sur les réseaux. Et là, effectivement, pour moi, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Vraiment, j'étais sidéré des fois de voir certains jugements. En fait, on comprend pas trop. D'où, en fait, je pense qu'on aura une meilleure appréciation des choses quand on saura exactement d'où ça vient, et peut-être qu'on ne le saura jamais. Est-ce que c'est un manque de formation? Est-ce que c'est une volonté personnelle? On pense notamment à un des arbitres de vouloir nuire, parce que à ce point-là, on peut se poser des questions quand même. Donc, je trouve ça, par contre. Je vais pas mâcher mes mots, je trouve ça assez dégueulasse pour certains athlètes parce que on pourrait dire ouais, mais c'est juste du sport, c'est juste une compétition. Ouais, mais c'est la compétition la plus importante de notre sport au monde. Et c'est aussi des humains qui, en fait, se sont investis dans leur prépa, qui ont mis de l'argent, de l'énergie. D'ailleurs, petit message, ils parlent pas français, mais s'il y en a dans l'orga, je sais qu'il y en a qui parlent français, mais l'endroit aussi où ils ont fait les mondes, ça serait bien quand même les années prochaines de les faire... peut-être dans des capitales européennes, quoi, parce que là c'est vraiment paumé, c'était au fin fond de l'Allemagne, et pour le public, en fait, eux ils mettent le paquet sur les rediffs sur YouTube, machin et tout, mais ça serait bien aussi qu'il y ait des spectateurs. Alors il y en avait, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus que ça si c'était mieux desservi, les endroits où ils font les compétitions. Donc pour moi, vraiment, les deux aspects, parce qu'il y aurait peut-être encore des petites choses à dire, mais je suis organisateur, donc je sais à quel point c'est dur, et ça demande des ressources, donc faut pas dire que tout est pas bon, il y a des choses aussi qui étaient très très bien, mais ces deux aspects-là, vraiment, il y a un aspect vraiment arbitrage pour moi, je suis toujours dans l'incompréhension. Et le deuxième, c'est vraiment la localisation. Ça fait 3 années de suite où c'est dans des endroits paumés. 2 années de suite, excusez-moi. Faudrait peut-être que ça change aussi et que ça soit ailleurs qu'en Allemagne aussi. Ça serait. Je sais que logistiquement, ça demanderait peut-être plus d'efforts, mais ça serait bien aussi. Ouais. Voilà. Ouais, donc c'est vrai que dernièrement, là, on a entendu beaucoup parler de ces événements, des championnats du monde. Personnellement, du coup, j'ai pas pu le regarder comme je l'ai dit. Par contre, j'ai vu les lives, notamment de Captain, de Gigi et Zoé, qui par exemple étaient juges du coup à cette compétition. Et c'est vrai qu'il y a eu du coup énormément de débats autour.
pour toi, ouais, à part du coup augmenter, enfin faire ces compétitions dans des endroits plus desservis, il y aurait quoi qui pourrait améliorer, tu vois, les conditions des grosses compétitions, que ce soit nationales du coup ou internationales comme ça, dans le global? Moi, honnêtement, je trouve qu'ils avaient quand même vachement bien fait les choses à tous les niveaux. Pour les athlètes, je trouve que c'était quand même assez bien. Le planning était quand même pas mal respecté, même s'il y a eu un petit retard, je crois, le deuxième jour. Ouais. Il y a toujours possibilité de s'améliorer. Après, il faut garder en tête que le sport, il a 5 ans. Le sport moderne, le streetlifting comme on le connaît, on est encore un petit peu aux prémices et tout, et je trouve quand même déjà très bien ce niveau d'organisation pour un sport aussi jeune que ça. Donc honnêtement, on pourrait être tatillon sur des trucs et tout, mais je trouve que déjà ce qui est fait actuellement, c'est déjà pas mal. Ouais. Et aussi, on parlait dans le live de Grain Performance là, qui revenait un petit peu sur le jugement en particulier de cette compétition. Certaines personnes, je n'ai pas les noms de toute façon, mais ont joué un petit peu avec les règles pour passer au-dessus d'autres personnes, tu vois. Comment est-ce que tu vois ça? En gros, les règles sont établies par un comité qui, du coup, déjà est composé que d'hommes. Et par exemple, tu vois, il y avait, si je dis pas de bêtises, sur le downward motion, donc c'est quand le poids redescend, notamment du coup sur les muscle-up anneaux, donc des femmes. Comment tu vois ça, ces règles et tout? Comment ça pourrait être amélioré Alors vraiment au niveau de l'arbitrage, moi je trouve que les règles final rep sont très mal faites déjà. Je vais pas mâcher mes mots. Je trouve que le fait de, par exemple, t'es juste un carton pour, par exemple, ce que tu as dit précédemment, que ta rep soit invalidée juste pour ça, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça pas du tout... Je trouve, c'est trop, tu vois, c'est beaucoup trop restrictif. Après, moi, j'entends le fait de durcir les choses et tout. Je pense qu'on peut les durcir sans pour autant les rendre totalement, pour moi, injustes. En fait, les règles. Ouais. Moi, honnêtement, les règles final rep, c'est même pas que je les apprécie pas, c'est que je les trouve totalement incohérentes, en fait. Mais je pense que derrière, il y a eu une volonté de bien faire. Oui, je pense que les gens, quand ils ont réfléchi à tout ça, ils ont voulu faire un truc vraiment carré, mais en fait, on voit dans les faits les limitations de tout ça, et je pense que justement là-dessus, ils ont des gros efforts à faire, et je trouve que par exemple, nous en France, on a aussi des choses à faire, mais je trouve que par exemple, les règles de la FNSL sont beaucoup plus adaptées que Final Rep. Donc voilà. Ok. Et au niveau des règles justement sur le principe de comment elles sont établies, est-ce que toi tu penses que ce serait peut-être mieux que ce soit établi plutôt dans des votes ou dans des débats qui réuniraient obligatoirement, tu vois, les deux sexes pour avoir quand même une meilleure équité dans le sport? En fait, je pense que la parité elle est importante. Mais après, il y a peut-être aussi moins de femmes. Je pense pas que ça soit une volonté d'évincer les femmes. C'est pas ça que. Mais je pense que justement, les femmes devraient s'investir davantage au niveau international. Après, nous, en France, on a des femmes qui sont très actrices du sport. Je pense à plusieurs prénoms. Et peut-être que justement, faudrait qu'elles se manifestent aussi pour intégrer ce genre de comité. Et je pense que peut-être Final Rep devrait pousser aussi un petit peu ce truc-là pour aller chercher des femmes et tout, pour avoir des retours aussi un petit peu plus concrets. Là, il y a Zoé qui était là, il y avait aussi une autre femme des Pays-Bas aussi qui était dans l'organisation. Mais c'est vrai que c'était plutôt masculin. Le sport est plus masculin dans tous les cas. Mais ouais, je pense qu'avoir des femmes aussi, ça peut avoir déjà rien que pour les règles pour les femmes. C'est elles qui sont mises en cause, et je pense que c'est elles du coup qui auront un jugement encore plus objectif que les hommes sur ces règles-là. Ouais.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est très cohérent, c'est sûr. Et là, du coup, on a vu à peu près, on a fait à peu près le tour, tu vois, des Worlds, même si on pourrait en parler pendant des heures et tout. Il y a du positif, il y a du négatif, mais après, ça fait toujours avancer le sport, de toute façon, qu'il y ait eu un événement. Et du coup, là, moi, on va changer de sujet un petit peu, mais c'est plutôt, ouais, c'est ça, sur ton entité de coaching. Comment est-ce que tu vois l'évolution? Est-ce que tu as des projets et tout? Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? Ouais, carrément. Ouais, j'ai toujours des projets avec Lift Trainer. D'ailleurs, je pense que plus globalement, si tu n'as plus de projet avec ce que tu fais, c'est que ton truc il est en train de mourir. Même dans la vie en règle générale, si tu n'as plus de projet, c'est que tu es proche de la mort. Donc ouais, il y a toujours des projets. Là, du coup, on a fait une annonce récemment qu'il y a deux coachs qui vont intégrer l'entité. Donc on sera 3. Il y a d'autres projets. Là, je suis sur toute la refonte du site internet Lift Trainer. On fait un taf de malade avec le développeur. Le site, il va être vraiment incroyable. Franchement, sans nous vanter, ça sera le plus beau site de streetlifting en coaching. Enfin, j'ai jamais vu. Enfin, de toute façon, très peu en ont déjà des sites. Donc ça, c'est un gros projet que j'ai déjà depuis un moment. J'avais déjà un site, mais qui était un petit peu bancal. Là, c'est vraiment un gros truc que je suis en train de mettre en place. Après, il y a aussi des projets au niveau de la structuration et la gestion des top athlètes au sein de l'entité Lift Trainer. Donc ça, on communiquera, je pense, plutôt en fin d'année là-dessus. Après, plus globalement, il y a d'autres projets aussi, mais au global, c'est toujours ce développement. Et tu vois, on a des objectifs en termes de nombre de coachés, etc. Et de développement en règle générale. On est toujours dans la volonté d'avoir plus d'athlètes, d'avoir plus de visibilité, faire du contenu aussi de meilleure qualité, essayer de se renouveler aussi. Des fois, ça, c'est pas évident. On essaie aussi toujours d'avoir une longueur d'avance, de faire des trucs que les autres font pas. Donc voilà, tout ça, ça demande du temps. C'est hyper passionnant, c'est hyper prenant et tout. Et donc ouais, toujours ce truc de développement et de faire des choses qui n'ont jamais encore été faites. Là récemment, cet été, on a donc annoncé le fait d'avoir un écosystème au niveau des professionnels de santé avec un kiné, un nutri et une prépa mentale. Donc ça, c'est un petit peu novateur aussi dans le domaine du streetlifting. Ça s'était jamais fait. Donc voilà. Il y a d'autres projets bien sûr qui arrivent. Donc ouais, beaucoup de travail mêlé, on va dire, avec la passion, quoi. Ouais, de ouf. C'est ça qui est bien. Ok, donc on a eu une petite coupure, on revient avec Marco, malheureusement. Mais du coup, j'allais te demander du coup ton top 3 d'athlètes de streetlifting, que ce soit féminin et masculin, du coup. Ok, donc chez les femmes, donc en première position, Ludivine, c'est sûr à 100%. En deuxième, j'avais dit une anglaise, Wibi là, je sais plus en quel KT, peut-être moins de 63, je crois, qui a un muscle-up bar à 15 kg. Moi, je trouve ça fou. Et après, Myriam, en moins de 70, qui, je pense, a un énorme potentiel. Chez les hommes maintenant, en moins de 66 en France, Corentin. Je l'ai souvent cité dans mes podcasts, mais pour moi, je trouve que c'est un athlète exemplaire sur le côté sportif et sur la régularité, surtout. Parce que maintenant, ça fait des années qu'il s'entraîne. Et après, j'avais dit qui ? J'avais dit... T'as dit un que je connaissais pas, moi. Ah oui, Nico de la SWAT. Ah si, oui, je connais. Parce qu'il veut plus faire de streetlifting, mais moi je pense que je vais réussir à le reconvertir et à le faire venir dans le droit chemin. Et parce que lui il a 42 ans et il arrive encore à avoir des super perfs pour son âge. Et il y a Maxime aussi qui doit avoir 35 ans, en moins de 80. Et lui aussi il a des perfs de ouf, il a fait la Ice Cup. Et lui aussi, je trouve qu'ils sont inspirants et pour moi, ça serait mon top 3
chez les hommes. Ouais. Il y avait une athlète, non, à Final Rep qui a fait 30 kilos au Muscle Up, aux anneaux. Ah ouais, j'ai pas son nom non plus, mais solide. Et du coup, ouais, on parlait de Nico et de Maxime, qui du coup ont quel âge, 35 et plus de 35 du coup, c'est ça 42, ouais. Ouais, 42. Et tu vois, Nico, il arrive toujours à perf, malgré d'ailleurs le fait qu'il ait une maladie. Et franchement, ça c'est vraiment respectable plutôt. C'est vraiment solide. Et du coup, le parallèle qu'on avait fait, c'était par rapport aux catégories d'âge qu'il n'y a pas en streetlifting, contrairement à d'autres sports de force comme le power. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, globalement, d'introduire, tu vois, des catégories d'âge dans le streetlifting? Je trouve que c'est très bien pour le développement du sport, que ce soit pour les juniors et aussi les masters. D'ailleurs, attends, je vais faire un truc pour pas qu'on se fasse douiller. Et j'aurais dû le faire depuis tout à l'heure. Ah ouais, putain, pas con. Voilà. Donc ça, je pense que ça sera mis en place dans les années à venir, à mon avis. Et, je pense que ça peut que être positif pour le sport. Ouais, ok. Et écoute, sur le côté streetlifting, tout ça, je pense qu'on a fait à peu près le tour, honnêtement. Et il faut savoir que Marco et moi, du coup, on partage une passion commune, une passion de breton, même, je dirais. La danse bretonne. Ouais. Non, honnêtement, du coup, est-ce que je peux te laisser du coup présenter un petit peu ce que c'est cette passion et dire ce que c'est finalement, quoi. Donc cette passion, c'est la chasse sous-marine. Puisque on est en Bretagne, donc on a vraiment les spots adéquats pour ce sport-là. Et un sport qui mêle, on va dire, endurance, apnée, patience. Donc c'est quelque chose qu'on fait sans bouteille, qu'on fait généralement à deux, pour être en sécurité. Donc l'équipement, c'est quoi? C'est un masque, un tuba, une combi, des gants, des chaussons, des palmes, des palmes adaptées, pas juste des palmes pour le snorkeling. C'est des grandes palmes. Après, on a une dague aussi pour, on va dire, tuer les poissons, abréger leur souffrance. On a un attache poisson d'ailleurs, des fois. On a donc un harpon, avec différentes tailles de harpons pour des usages différents. On a une bouée et on a un sac à poissons, quoi, pour mettre les poissons. Et puis en gros, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, t'en fais depuis combien de temps, ça, de la chasse sous-marine? Depuis 4 ans. Ouais. Donc ça commence à faire déjà plus que moi. Et on parlait du coup aussi de tes records personnels, on va dire, en termes de prise et d'apnée, profondeur, tout ça. Est-ce que tu peux... Du coup, sur les poissons, donc, il y a 2 ans, j'ai fait un bar de plus de 55 qui faisait 3 kilos. Donc ça, c'était vraiment le plus gros bar que j'ai pris. D'ailleurs, j'ai la vidéo là. Incroyable, parce que moi, j'ai une GoPro, t'as vu, j'ai une GoPro quand je fais des sessions. Et puis après, le poisson dont je suis le plus fier, c'est une dorade royale de 2,5 kg que j'ai fait dans le Morbihan. Là. Et ça, c'est mes plus gros souvenirs. En termes de profondeur, c'est maxi 15 mètres que j'ai dû faire, mais tu sais, la plupart du temps, moi, je dépasse pas les 5 mètres sur les spots où je vais. Et après, en termes de temps d'apnée, 1 minute 30 qui peut paraître nullissime quand je vois des mecs des fois rester. Je me dis, mais c'est quand il remonte en fait? Il a des bronchies ou c'est comment? C'est clair. Et les gens, quand on fait pas en fait cette pratique, c'est vrai que c'est très difficile déjà de visualiser ce que c'est, et surtout d'autant plus de visualiser les performances, que ce soit en termes de profondeur, d'apnée, tout ça, de temps d'apnée. Le temps d'apnée, du coup, c'est quelque chose qui s'améliore et qui s'entraîne, que ce soit du coup à sec ou dans une piscine ou dans la mer justement. Et la profondeur, qui est très difficile à se représenter. Donc Marco qui disait, lui, il avait plus de 15 mètres sur ses records.
Moi, j'ai jamais dépassé les 10 mètres parce qu'il y a aussi une question de la comment ça s'appelle ? La pression. Ouais. La pression, ouais, qui augmente du coup au niveau des tympans, et c'est aussi pour ça qu'on a des masques plus petits avec un régime vraiment petit pour pouvoir faire face en fait à la pression tout simplement. Parce qu'il faut quand même un équipement adapté. Ouais. On n'a pas n'importe quel combi, on a des combis qui sont faites pour laisser, si je dis pas de bêtises, rentrer un peu d'eau et que l'eau se mette à la température de notre corps, je crois. Oui et non, enfin c'est surtout on a des combinaisons avec du néoprène c'est refondu et en fait c'est du néoprène qui colle à la peau, ça fait vraiment comme une deuxième peau. Et on est tout nu d'ailleurs, ça c'est le truc marrant. On est tout nu dans la combi. C'est la petite anecdote. C'est clair. Parce que ça se porte comme ça, hein. C'est pas juste parce qu'on aime être nu dans la combi. Et est-ce que pour toi c'est un sport qui est accessible ou pas forcément du coup ? Non, je pense franchement. Même à la limite, je le trouve encore moins accessible que le streetlifting. Ouais, c'est vrai. Parce que déjà, faut être à l'aise avec l'eau. Moi, autour de moi, je remarque qu'il y a très peu de gens qui sont à l'aise dans l'eau. Moi, perso, tu vois, par exemple, j'ai toujours une relation avec l'eau des petits, en fait. On parle d'aquacité dans la chasse sous-marine, donc c'est le fait de savoir bien se mouvoir dans le milieu aquatique. Et il y a des gens, ça, ils l'ont pas du tout, quoi. Déjà, il faut avoir un rapport de confiance aussi avec l'eau. Parce que moi, des fois, même moi, après, je me dis, mais en fait, y a des gens d'ailleurs qui me disent que je suis fou. Parce que des fois, on va loin en fait sur des spots du bord. On se retrouve quand même au large, quoi. En tout cas, loin du bord. Et tu vois pas ce qui se passe en dessous et tout. Et des fois, tu sais, t'as le cerveau reptilien qui te fait croire des trucs, quoi. Genre, va y avoir un requin et tout. Et sachant qu'en plus, il y a des requins en Bretagne, quand tu sais ça, t'es pas forcément hyper assuré, mais c'est des requins qui sont pas, qui sont inoffensifs, quoi. Donc ça va. Mais je pense que non, il faut être quand même un minimum sportif. Faut avoir une certaine condition physique et tout. C'est pas non, moi je conseillerais pas à quelqu'un qui fait pas du tout de sport de faire de la chasse sous-marine, quoi. Pour moi c'est une connerie. Et aussi en plus de ça, c'est quand même un sacré investissement au départ. Au départ, parce que après ça dépend forcément de la qualité que tu prends dans ton matos, mais rien qu'une combinaison, tu vois, t'en as pour quoi, 200, un truc comme ça. 200-300. Pour la plus petite combinaison, on va dire. Après, t'as le harpon, t'as les palmes, en fait, c'est le problème de ce sport où s'il te manque un truc, c'est compliqué de le réaliser. Si t'as pas de harpon, tu pourras pas tirer. Si t'as pas de masse, tu pourras pas voir. Si t'as pas de combi, tu pourras pas aller dans l'eau. Si t'as pas de palme, tu peux pas avancer. Et c'est vrai que ça rend le sport quand même assez inaccessible, mais ça reste quand même un très beau sport. On va dans des endroits où on peut pas faire le parallèle avec la Terre, dans le sens où la Terre, on a déjà à peu près exploré tout, alors que les fonds marins, on a exploré quasiment rien. Et des fois, quand tu fais ta sortie, tu te dis ça se trouve, je suis la première personne à être à cet endroit-là. Donc c'est vrai que c'est un beau sport où il y a des beaux paysages aussi qui sont très différents aussi, et où on a aussi une relation du coup avec le temps et l'esprit qui est pas mal. Ça, je pense que tu peux en parler. En fait, on n'a plus la notion du temps, mais vraiment plus du tout. Je repense à un mème en muscu où t'as le mec, il est à côté de sa porte et il dit à sa meuf je pars, je reviens dans 1 heure, et il va à la salle et en fait il revient 4 heures après. Mais là en fait c'est pire. Parce que en fait, moi j'ai un ordinateur de plongée. En gros, c'est une montre qui prend les infos au niveau de la profondeur, la température de l'eau, combien de temps tu restes en apnée et tout. Donc j'ai un repère quand même. Mais en fait, t'es tellement concentré en dehors de toi, en fait, sur les choses extérieures, que tu perds totalement la notion. Et des fois, tu te dis vas-y, je vais faire une session courte. Et en fait, tu restes 3 heures dans l'eau, tu reviens et t'as même pas capté que ça faisait 3 heures que t'étais. Et en fait, c'est addictif, quoi. Tu vois, t'as envie de rester longtemps, en fait, dans l'eau.
Et si tu chopes rien, tu as envie d'autant plus de rester longtemps pour pas rentrer bredouille. Exactement. Mais voilà. Et notamment, ça améliore certaines qualités qu'on peut mettre un petit peu en parallèle avec le street lifting du coup. Moi, j'avais parlé du coup de la résilience dans le sens où en street lifting, tu fais pas des PR à succession. Et un PR, je sais pas si ça se compare avec un poisson, mais en chasse sous-marine, tu chopes pas un poisson à chaque session. Et d'autant plus, tu le chopes pas dès le début de la pratique, où c'est plus compliqué forcément d'atteindre. C'est pas facile d'attraper un poisson, ça reste un être vivant qui a peur de toi. Mais ça entraîne la résilience de pouvoir parfois rentrer bredouille, mais d'apprécier le chemin, d'apprécier le processus et d'être vraiment un petit peu connecté au moment présent. Toi, tu avais trouvé aussi une autre qualité en parallèle avec le street lifting. Ouais, la patience du coup, parce que c'est ça en fait, ça va mettre des années à ce que tu sois bon dans ta pratique. Et tu vas apprendre au fur et à mesure de faire et c'est ça aussi qui est kiffant. C'est le chemin et quand tu as plusieurs années de pratique, après tu deviens le boss de la chasse sous-marine et tu ramènes 20 000 poissons et tu nourris toute ta famille avec quoi. Ouais. C'est ça qui est beau aussi avec ce sport, c'est que tu tues pas pour le plaisir. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de réglementations, notamment en France. Où tu tues pas le nombre de poissons que tu veux et pas la taille de poisson que tu veux. Enfin, tu tues pas un poisson de 3 cm quoi. Et c'est ça qui est beau, comme tu dis, de pouvoir nourrir sa famille et de ramener un petit peu le trophée, comme tu disais, l'état primitif, chasseur, tu vois. Ouais, en mode chasseur à l'ancienne et renouer aussi avec pas nos pulsions, mais un petit peu nos habitudes ancestrales qu'on a perdues, dont la chasse, et renouer avec cet instinct en fait de chasseur, parce qu'on est tous chasseurs au fond de nous en fait. Mais c'est juste qu'on l'a perdu ça. C'est vrai que de base on est censé se nourrir soi-même, mais bon, maintenant on n'a plus qu'à taper sur notre téléphone. Ah oui, Uber. Ouais, encore Uber. pire, ouais. Uber Eats, et c'est la bouffe qui vient à nous, alors qu'avant c'était nous qui devions aller à la bouffe quoi. Ouais. Donc pour résumer, en soi, c'est vraiment un sport très intéressant que tu peux tester si t'es pas bloqué à Paris toute l'année, on va dire. Mais c'est un sport qui est pas forcément accessible, mais déjà rien que le pratiquer en faire du snorkeling, ça peut être déjà une base sur ce sport-là. Donc snorkeling, c'est juste mettre un masque et des palmes et regarder à la surface de l'eau les poissons tout simplement. C'est un milieu à découvrir qui peut intéresser pas tout le monde, mais qui peut vraiment être sympa à tester quoi. Donc on a fait vraiment une bonne conversation avec toi Marco. Je te remercie. Merci à toi Pierre. Ouais, je te remercie et moi je viendrai avec plaisir dans ton podcast également. Cool. Parce que du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Lift Talk, le podcast sur Spotify, Deezer, YouTube, et Lift Trainer sur Instagram, YouTube et aussi lifttrainer.com. Donc c'est le site dont je parlais. Et voilà. Et comme tous ces podcasts que je fais, je conclus par une citation, mais vu qu'on a un invité, je laisse à l'invité l'honneur de dire cette citation. Alors, ça va être dis-moi qui tu es, montre-moi avec qui tu traînes, tu côtoies, ou sinon la variation, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Moi, j'aime beaucoup ces situations-là parce que je les trouve très vraies dans la vraie vie. Ouais, ok. Et merci de m'avoir écouté et d'avoir écouté Marco. Merci de nous avoir écoutés globalement. On se retrouve prochainement dans un autre épisode et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt. Ciao.